Alors maintenant qu'on a vu le principe, les caractéristiques d'un interféromètre de Fabry-Perot, on va s'intéresser davantage à leur utilisation pratique. Alors pour rappel, le Fabry-Perot, c'est le résultat d'une interaction entre de multiples ondes, potentiellement une infinité d'ondes, avec une intensité transmise qui est proportionnelle à une fonction d'Airy dépendant de la phase correspondant à un aller-retour dans la cavité et puis à un paramètre m qui est lui relié au coefficient de réflexion du système. L'avantage du Perot-Fabry, c'est qu'on va avoir une réponse qui va présenter des pics quand on a un coefficient de réflexion assez élevé et des pics qui seront de plus en plus fins avec l'augmentation de la réflexion. Donc en pratique, voilà le type de dispositif qu'on va mettre en œuvre. Alors on ne va pas être sur une lame, là on va être sur deux lames qu'on va placer de manière parallèle. À l'intérieur de chacune des lames, on aura fait un traitement hautement réfléchissant, ce qui va nous permettre d'atteindre des coefficients de réflexion de l'ordre de 90%, 95, 99%. Les deux lames sont séparées d'une certaine épaisseur E, et ce qu'on voit, c'est que nos lames, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont un petit angle, ça c'est volontaire, c'est pour éviter d'avoir à l'intérieur de ces lames des réflexions supplémentaires. Donc les réflexions, elles se font juste entre les deux lames, mais pas à l'intérieur même d'une lame. Ça nous évite en fait d'avoir plusieurs Perot-Fabry qui sont imbriqués. Initialement, on va éclairer ce dispositif avec un rayon incident à l'angle I, et puis en sortie, on va analyser les rayons qui sortent aussi avec cet angle I. Et on va placer une lentille, parce que normalement, l'ensemble de ces rayons interfèrent à l'infini, ils ressortent tous parallèles. Donc si on veut observer une belle figure bien lumineuse à distance finie, on va utiliser cette lentille de focale f' et on visualisera tout ça au niveau d'un écran. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réglage d'un Perot-Fabry, c'est pas forcément quelque chose d'aisé. En effet, plus il va être précis, plus il va être délicat à manipuler. Donc là, première chose, on voit qu'il faut avoir un parallélisme entre les deux lames qui soit parfait. Donc ça, il faut des vis micrométriques pour régler ce parallélisme, sachant qu'ici, c'est des parallélismes à trois dimensions qu'on veut réaliser. Autre point aussi qui rend le réglage un petit peu compliqué, c'est que initialement, si on utilise par exemple une lumière rouge, un hélium néon, on va dire, il y a très forte chance pour que le Perot-Fabry ne laisse pas passer la lumière. En effet, les pics de transmission vont pas correspondre forcément au laser qu'on va lui envoyer. Donc les premières phases, des fois, de réglage peuvent être un petit peu compliquées parce qu'on n'a pas de lumière qui sort du dispositif, donc pas forcément quelque chose auquel se raccrocher pour un réglage extrêmement haseux. Mais il y a des méthodes qui existent et on arrive à s'en sortir. Il faut juste garder en tête, c'est que plus le dispositif va être précis, plus on cherche un coefficient m qui est élevé, plus sa manipulation va être délicate, plus son réglage et son alignement va être délicat. Alors là, ce que j'ai mis, c'est le premier Perot-Fabry des deux inventeurs. Les cavités, je vous ai montré un motif avec une cavité où les deux miroirs, les deux parties réfléchissantes étaient planes. Il y a d'autres systèmes qui existent, et notamment des cavités où il y a une partie sphérique, une partie plane. Il y a différentes déclinaisons qu'on peut trouver, et à chaque fois, les performances peuvent légèrement varier et sont analysées. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on va observer sur cet écran? Ce qu'on sait, ce qu'on a calculé, c'est la différence de marche. On sait que c'est 2 fois l'indice fois E fois le cosinus I. Donc ici, entre les deux milieux réfléchissants, on a un indice de 1. La condition sur les maxima, il faut que la
différence de marge soit multiple de la longueur d'onde. Ça, c'est une condition qui doit être respectée pour n'importe quel interféromètre. Et on va considérer ici des petits angles. Ça va nous permettre de faire un développement limité du cosinus de i. C'est le cosinus i, on peut l'approximer par 1 moins i carré sur 2. Donc du coup, la condition qu'on va devoir respecter, c'est différence de marche, donc 2 Zn 1 moins i carré sur 2, qui est égal à un multiple de p lambda. Donc on peut écrire ça aussi comme i carré sur 2 qui vaut 1 moins p lambda sur 2ne. Ce qui nous donne bien, les angles pour lesquels on va obtenir un maximum. Les angles, ce sera la racine carrée de 2 moins p sur lambda n sur e. Donc quand on a cet angle-là, on va observer un anneau brillant, parce qu'on a ici un système à symétrie de révolution. Alors, plutôt que parler d'angle, ça peut être intéressant de réfléchir en termes de l'image qui se forme sur l'écran. Là, ces angles, c'est les angles des rayons qui vont interférer à l'infini. Notre lentille, elle va nous permettre très simplement de convertir ces angles en des rayons observés au point focal de la lentille. Et comment trouver cette relation entre angle et rayon? Eh bien, il suffit de tracer le rayon qui passe par le centre de la lentille. Et là, on va juste faire de la trigonométrie. On va pouvoir écrire que la tangente de i, l'angle qu'on a CI, c'est égal à ρ, le rayon, divisé par f'. Donc, on peut aussi utiliser le fait que tangente i, c'est très proche de i. On reste dans l'approximation des petits angles. Donc, du coup, vous voyez, le rayon qu'on observe sur notre écran, c'est la focale multipliée par l'angle. Autrement dit, ρ vaut f', racine de 2 moins p lambda sur ne. Alors de cette expression, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que quand p augmente, ρ ne va pas augmenter de la même manière. Ce qu'on va voir, ce n'est pas des rayons qui sont équidistants. Alors voilà une image qu'on obtient avec un éclairement monochromatique d'un Perro-Fabry. On voit des anneaux non équidistants et on peut comparer ce genre de forme à la figure d'un interféromètre de Michelson qui est un interféromètre à deux ondes uniquement. Et là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que l'interféromètre de Perro-Fabry va nous permettre d'avoir des anneaux qui sont beaucoup plus étroits. La réponse d'un système à deux ondes, c'est une réponse sinusoïdale, donc les modulations qu'on a vont être peu marquées. Le Perro-Fabry, lui, va nous permettre d'avoir des détails qui vont être beaucoup plus fins. C'est tout ce qui se cache derrière la finesse des Perro-Fabry. Ça sera notamment utile pour discerner un doublet. Là, à gauche, j'ai mis le cas du doublet d'un sodium ou des lames multicolores. Ici, c'est le cas d'une lampe à mercure où on voit les différents anneaux qui sont créés par les différentes longueurs d'onde. Et puis, je terminerai ici par cette très belle figure d'une lampe mercure zinc cadmium. Alors, ce qu'on peut voir, bien sûr, c'est que ces différents systèmes d'anneaux peuvent avoir tendance à se mélanger. Mais voilà, on a vraiment une belle figure observée à la sortie d'un Perro-Fabry.